Salut à tous. En date du 30 novembre 2016, le Cameroun comptait à lui seul 412 établissements de microfinance agréés par le ministère de tutelle, lesquels établissements de microfinance emploient de milliers de citoyens camerounais, lesquels quelquefois ne bénéficient pas toujours du volet sociétal de ces entreprises. Les citoyens, le peuple également, ne bénéficiant pas toujours en temps opportun de la responsabilité sociétale des entreprises en ce qui concerne les établissements de microfinance. Bienvenue à cette émission spéciale, une table ronde consacrée à la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises au sein des établissements de microfinance au Cameroun. Nous avons sur ce plateau de nombreux invités, experts en la matière. À ma gauche, M. Kenye David, vous êtes expert en responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour. Bonjour, Kanga, et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Je suis effectivement spécialiste en microfinance et plus précisément dans le volet responsabilité sociétale des entreprises de microfinance. À ma droite, Monsieur Gargapier, vous êtes responsable de la composante 2 de PMEAA. Il faut entendre par PMEAA le programme d'appui des petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires. Merci, Monsieur Nkamga. Je suis bel et bien le responsable de la composante 2 du programme qui est intitulé Appui aux établissements de microfinance. Merci également aux téléspectateurs de Canal 2 International et également à tous nos collègues qui nous suivent sur ce plateau. Parlant de ce programme d'appui, nous avons justement son coordonnateur national qui est avec nous, M. Tchana Joseph. Vous êtes le coordonnateur national du programme d'appui des PME agricoles et agroalimentaires. Merci beaucoup, M. Brankanga. Effectivement, je suis le coordonnateur national du programme d'appui aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires. Merci. Bien logé au sein du ministère des petites et moyennes entreprises. C'est un programme du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Consacré au volet agricole et agroalimentaire. Spécifiquement. Merci beaucoup. Nous avons quelques représentants des établissements des microfinances qui ont accepté de venir donc débattre avec nous autour de ce thème de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons Monsieur Banouga Paul qui est le représentant d'un établissement de microfinance situé à Yaoundé et dans plusieurs villes du Cameroun. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Brankanga. Effectivement, je travaille pour un réseau d'établissements de microfinance qui opère au Cameroun depuis de nombreuses années. Et à l'intention de nos téléspectateurs, j'espère que je serai à mesure de leur dire comment ce que nous faisons au quotidien dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Merci beaucoup. Et tout à côté, Christian Angui, vous êtes directeur général adjoint d'un établissement de microfinance très connu sur la place. Bienvenue. Merci Monsieur Kamga. Je suis effectivement Christian Angui Honoré, directeur général adjoint d'un établissement de microfinance qui exerce au Cameroun et qui est présent dans 7 des 10 régions que compte le Cameroun. J'espère qu'au terme des échanges, on apportera suffisamment de précision aux téléspectateurs de Canal 2 et même la population camerounaise sur ce que c'est que la responsabilité sociétale des entreprises. Et surtout si vous la mettez en œuvre. Effectivement. Merci beaucoup. Le décor est donc planté. Tout de suite, nous allons débuter. C'est quoi donc la responsabilité sociétale des entreprises? Question à l'expert qu'est M. Kenye David. Dites-nous, dites au public camerounais ce que c'est que la RSE. Oui, la RSE, qui veut simplement dire responsabilité sociétale des entreprises, c'est un engagement volontaire des entreprises en général et des entreprises de microfinance en particulier pour une gestion responsable de leurs activités. Et un engagement volontaire, ça veut dire qu'il n'y a aucune loi qui les contraint à mettre en œuvre la RSE, mais
si elles intègrent la RSE dans leur gestion, elles sont ouvertes à beaucoup d'opportunités. Et une gestion responsable signifie que l'État de microfinance ne devra pas seulement mettre le profit au centre de son activité, elle va prendre en considération également la protection de l'homme. Et quand on parle de l'homme, ça veut dire le personnel, la famille, la communauté dans laquelle l'institution exerce. Elle va aussi préserver l'environnement parce que, contrairement à l'idée qu'on a de façon vulgaire, on parle de la terre de nos aïeux, la terre n'appartient pas à nos aïeux, la terre appartient aux générations futures. Donc, toute entreprise de microfinance devra prendre cela en considération pour préserver la terre qui appartient aux générations futures. Merci, j'espère que la définition est bel et bien claire. Monsieur Tchana, vous qui êtes le coordonnateur national du programme d'appui des petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires, qu'est-ce qu'il faut intégrer, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le package de la RSE? Merci de me poser cette question. Ça me permet peut-être à la suite de M. Kenyé de compléter cette vision holistique de la RSE en disant d'abord que quand on parle de RSE, il faut d'abord la situer dans un cadre plus global qu'on appelle généralement le développement durable et notamment de dire, comme il a si bien expliqué, que nous avons une responsabilité en tant qu'habitants de cette terre pour préserver la terre afin que les générations futures puissent la trouver dans un état acceptable. Donc, de cette façon, la responsabilité sociétale des entreprises, de manière générale, doit donc s'inscrire totalement dans une démarche de développement durable qui, pour cette question, doit avoir 3 piliers essentiels. Lesquels? Le premier pilier, c'est le pilier social. Le deuxième, c'est le pilier environnement. Le troisième, c'est le pilier économique. Si on prend le pilier social et pour l'appliquer au cas spécifique des établissements de microfinance, il faut dire qu'il y a ce que l'économie Freeman appelle les stakeholders. Ça veut dire que les établissements de microfinance, comme toutes les entreprises de manière générale, doivent pouvoir s'assurer du bien-être de tous leurs intervenants. C'est les clients, les salariés, les fournisseurs et les actionnaires, de manière générale. Quand on prend le volet environnemental, on interroge la question de ce que les techniciens appellent l'empreinte écologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, chaque structure, comme chaque être humain, exerce sur l'environnement une pression qui contribue à sa destruction et qu'on appelle donc l'empreinte écologique. Et cette empreinte écologique-là doit être mesurée en termes d'impact. Chacun doit pouvoir savoir quel est son impact sur l'environnement. Et il est donc question pour chaque établissement de microfinance, comme toute entreprise de manière générale, de savoir quel est son impact sur l'environnement en termes d'effets néfastes. Et le dernier volet, naturellement, c'est le volet économique. Il faut qu'il fasse des affaires dans de bonnes conditions, de manière licite et légale. L'on serait quand même tenté de se demander quel est l'impact que l'économie peut bien avoir sur l'environnement. C'est un débat qui a été déjà tranché entre est-ce que l'économie influe sur l'environnement ou c'est l'environnement qui influe sur l'économie. C'est un débat qui a été tranché de manière simple. Quand on fait de l'économie, on doit utiliser l'environnement pour se développer. On doit, par exemple, creuser des trous, on va creuser des mines pour les extraire, pour les vendre et avoir de l'argent. Et creuser les mines suppose détruire des collines, des montagnes et tout ce que cela comporte, les forêts. Ce qui vous suivez très bien l'actualité, vous savez ce qui se passe ces jours-ci du côté des États, où on a découvert de l'or et on procède à une destruction sauvage de l'environnement. Maintenant, ceux qui prélèvent cet or, vendent et ça leur apporte de l'argent, donc ça contribue sur le plan économique. Et la solution, c'était quoi? La solution, c'est ce qui a été développé par ce qu'on a appelé le rapport Brundtland en 1987 sur le développement durable, qui dit simplement
qu'on doit se développer, mais on doit se développer en sorte que l'environnement ne soit pas détruit, ou tout au moins en pensant que cet environnement-là doit servir les générations futures. Donc, globalement, on doit utiliser l'environnement pour se développer, mais de manière responsable. Tout en préservant cet environnement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. L'un de vos principaux collaborateurs est avec nous, monsieur Garga Pierre. Vous êtes le responsable de la composante 2 au sein de ce programme d'appui. Alors, la composante 2 consiste en quoi concrètement? Ok, monsieur Brandt, merci. La composante 2 du programme qui s'intitule Appui aux établissements de microfinance, en fait, cet appui va dans le sens de l'amélioration de l'accès des petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires au financement innovant et adapté à leurs besoins. Parce que vous savez, les PME du secteur agricole ont des spécificités par rapport aux entreprises que nous avons en ville. Donc, les EMF sont habitués à donner des crédits très court terme et généralement avec des remboursements mensuels. Alors, ça ne s'est pas adapté au secteur agricole et agroalimentaire. D'où cet appui qui va dans le sens des formations, dont le programme a mis un plan de formation gratuite pour ces EMF qui bénéficient également d'un outil qui est au sein du programme qu'on appelle le chèque service. Donc, de ce côté-là, des EMF ont bénéficié à hauteur de 60% de subventions dans le sens du transfert pour leur permettre de transférer leurs données dans la plateforme CASEMF mise en place par le Conseil national du crédit. Donc, globalement, c'est une démarche upscaling qui nous permet à terme d'avoir des EMF champions pour venir en aide aux PME. Et donc, d'où la RSE qui leur permet également de dépasser le statu quo actuel. Merci beaucoup. Lorsqu'on parle établissement de microfinance, on en compte officiellement 412 au Cameroun en date du 30 novembre 2016. Il y en a eu certainement de nouveaux établissements tout au long de l'année 2017. Ce sont donc de centaines de milliers de Camerounais qui sont pratiquement employés. Il y a également un impact environnemental. Je vais donc me retourner vers le représentant d'un établissement de microfinance, Paul Banouga. Vous, au sein de votre structure, comment vous mettez en œuvre la RSE au quotidien? Je commencerai par rappeler que l'établissement pour lequel je travaille, ou le réseau d'établissements pour lequel je travaille, est un réseau de type coopératif. Et en tant que tel, notre fonctionnement est régi par un ensemble de principes que nous appelons principes coopératifs, qui, à l'évidence, sont à la base même de la responsabilité sociétale. L'un de ces principes, par exemple, c'est la responsabilité. L'un de ces principes, c'est l'engagement auprès de la communauté. L'un de ces principes, c'est l'équité. Lorsque je prends seulement cela, vous comprenez que nous sommes déjà dans la responsabilité sociétale. Comment est-ce que nous la pratiquons au quotidien? Ces principes sont traduits dans toutes les politiques et procédures qui sont mises en place et mises en œuvre dans nos établissements de microfinance. Un exemple de responsabilité, ou un exemple de responsabilité sociétale, c'est cette responsabilité qui consiste en ce devoir de rendre compte, le devoir de reddition. Dans nos établissements, plusieurs fois par an, nous organisons des assemblées générales. Il y a des assemblées générales éducatives pour
construire les capacités, renforcer les capacités de nos membres. Plusieurs fois également, nous organisons des assemblées générales annuelles au cours desquelles tous les comptes concernant le fonctionnement et les résultats sont rendus aux membres. Nous parlons de membres, nous ne parlons pas d'actionnaires. Ici, c'est la masse et on rend compte à la masse, ce qui ne se fait pas dans des établissements financiers d'un certain type. Là, je parle de devoir de rendre compte. La responsabilité également, pour parler par exemple des services financiers, nous rendons les services financiers de manière responsable. Cela veut dire que la plupart de nos établissements sont disséminés en zone rurale. Nous avons cet engagement-là à aller au fin fond, là où les populations sont les moins rentables. Donc, c'est une responsabilité pour le développement global des populations, de la société. C'est une responsabilité sociétale. Mais également, en ce qui concerne, par exemple, le service que la majorité des populations connaît, le crédit. Nous n'octroyons pas le crédit pour n'importe quelle activité. Nous les octroyons de manière responsable. Nous ne les octroyons que pour des activités licites. Comme l'a dit le coordonnateur, licites. Si par exemple vous produisez du chanvre indien, ne vous attendez pas à un financement de notre part. Bon, on sait très bien qu'officiellement, aucune banque ne finance les activités illicites. Ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas. Bon. Et d'autre part, vous savez, pendant que nous aidons les populations à se développer, il y a également des risques de dérive qui nous guettent. Nous évitons, par exemple, à travers les politiques mises en place, de surendetter les populations. Parce que si vous ne faites pas attention, vous risquez, en voulant trop aider, surendetter et obtenir l'effet contraire à celui recherché. Voilà, on va revenir à vous, Paul Balouda, tout à l'heure. Je rappelle que les populations, vos clients vous écoutent et donc il y aura des répercussions et on ira vers elles pour savoir si vous avez dit la vérité ou pas. Vous êtes le représentant de Camcool sans publicité. Avec nous également le directeur général d'ACEP Cameroun, le directeur général adjoint sans publicité également. Alors, la RSF, la responsabilité sociale des entreprises, chez vous, comment est-ce que vous l'implémentez jusqu'ici? Merci M. Kamga pour cette question. Disons globalement qu'au niveau d'ACEP Cameroun, la responsabilité sociale des entreprises faisait déjà partie de nos habitudes depuis plusieurs années, sauf qu'elle n'était pas formalisée. Donc depuis 2015, on a entamé un chantier, un grand chantier, par le biais de certains partenaires, et nous avons formalisé cette responsabilité sociale. Au niveau ACEP, si on revient simplement dans le type qui a été défini par le coordonnateur, M. Tchana, on retrouve les mêmes aspects avec du concret beaucoup plus concrétisé au niveau d'ACEP, c'est-à-dire qu'au niveau social, par exemple, en ce qui nous concerne, on a par exemple l'obligation de financer des populations rurales qui sont installées dans les zones très reculées où le coût du financement est très élevé, mais on le fait par souci d'être en conformité avec cette responsabilité sociale. C'est-à-dire qu'on a un pourcentage de nos clients, par exemple 2% de notre clientèle constitue une clientèle très bas de gamme, très reculée, c'est-à-dire que ce qu'on a qualifié chez nous de TPE, de très petites entreprises, on a deux classifications en TPE. Il y a une classification, ceux-là qui ne peuvent pas bénéficier de plus de 200 000 francs CFA
de crédit. Donc, notre portefeuille est constitué d'à peu près 2% de ces clients-là. Il y a un autre palier, toujours dans la même catégorie des TPE, mais là, on va jusqu'à 4%. Donc, vous voyez qu'au total, on a un portefeuille qui oscille entre 5 et 6%, constitué ou totalement dédié à une couche de population très démunis, qui n'ont pas de garantie, même s'il faut dire que de manière générale, c'est ce qu'on fait. Donc à côté de cela aussi, toujours dans le volet social, on permet aux entreprises, par exemple, de changer de statut, c'est-à-dire que les populations en zone rurale, au premier contact, ont un statut d'emprunteur, mais progressivement, on leur inculque une éducation pour pouvoir les transformer de statut d'emprunteur à un statut d'emprunteur épargnant. C'est-à-dire qu'on leur apporte cette culture-là. Ça, c'est le volet social. Il y a d'autres aspects, peut-être qui seront un peu plus longs à citer ici. Au niveau de la transparence, on a un call center où les clients peuvent entrer directement en contact avec nous quand ils se sentent désavoués par soit par un agent ou donc on discute, on essaie à chaque fois d'améliorer leurs conditions. Au niveau économique, là aussi, on fait attention parce que à travers notre tarification, on prend en compte ce volet-là au niveau de la tarification qui se veut une tarification responsable. Les tarifs sont d'ailleurs affichés dans les points de vente. Les clients ont la possibilité de s'assurer, de contrôler la conformité du tarif affiché avec celui qui est appliqué. Au niveau environnemental également, on a ce volet-là. Par exemple, dans l'institution que je représente ici, on ne finance pas les activités, la chasse par exemple. Si vous faites dans la chasse, vous n'êtes pas financé. Que vous ayez un permis ou pas, nous on ne vous finance pas parce qu'on estime que c'est des activités qui contribuent à dégrader l'environnement. Si vous faites dans l'exploitation forestière, vous coupez. Nous, on appuie sur nous, en dehors des autres activités qui sont illicites, en plus de ces activités illicites, nous, les activités telles que la chasse, la pêche aussi, avec des produits tels que les gens le font, nous, ces activités ne sont pas financées. C'est-à-dire quand on va dans un marché peut-être comme Youpoint, si on a des pêcheurs qui font cette pêche-là sauvage avec des produits tels qu'on connaît dans nos pratiques habituelles, ces genres d'activités, nous ne les finançons pas. Donc, vous voyez qu'on retrouve les trois aspects, le social, l'économie, à travers cette tarification responsable, et puis l'environnement qui est bien déployé au sein de notre institution. Merci beaucoup, Christian. On va revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de me retourner vers M. David Kenyé, vous qui êtes expert en RSE. Alors, lorsqu'on parle RSE, il faut noter que la mise en œuvre est effective en fonction des catégories également des établissements de microfinance. Un établissement de deuxième catégorie n'aura pas, je sais pas, le même impact sur la population qu'un établissement de première ou de troisième catégorie. Oui, disons que quel que soit le bord où on se trouve, à un certain moment, il faut qu'on se trouve au centre. Et le centre, c'est 50-50%. Un établissement de microfinance qui veut être pérenne doit mettre l'accent sur la prise en compte des responsabilités sociétales à 50% et des responsabilités financières à 50%. Quelle que soit la catégorie, que ce soit en première catégorie, en deuxième, en troisième catégorie. C'est vrai qu'en première catégorie, on met l'accent au démarrage sur le social. Et lorsque l'entreprise de première catégorie atteint la phase de croisière, la responsabilité sociétale et la responsabilité financière s'égalisent à 50-50%. Les entreprises des microfinances de deuxième et troisième catégorie mettent l'accent sur la responsabilité financière à 50% au départ. Mais lorsque les outils financiers sont atteints à ce niveau, ils activent la responsabilité sociétale pour qu'à un moment donné, qu'ils soient à 50-50%. Donc le principe en microfinance, selon les standards, voudrait que pour être pérenne ou bien pour être reconnu comme pérenne sur le plan international, que le social et l'économique soient égaux à 50-50%. Le fait d'être en première ou en deuxième catégorie n'exclut pas la volonté. Par exemple, que vous soyez en première ou en deuxième catégorie, vous devrez rechercher le profit. Parce que c'est les profits
qui permet de couvrir les charges et de continuer à servir vos clients. Quelle que soit la catégorie, vous devrez protéger l'environnement dans lequel vous êtes. Parce que sans cet environnement, vous ne pouvez pas exister. Et quelle que soit la catégorie où vous vous trouvez, vous devrez préserver la famille de personnel, vous devez préserver les relations avec les parties prenantes, vous devez préserver le personnel, vous devrez mettre un accent sur la communauté dans laquelle vous fonctionnez. Par exemple, nous essayons d'introduire dans le secteur microfinance actuellement au Cameroun l'idée qu'en fin d'année, lorsque vous dégagez un bénéfice, il faudrait absolument que vous acceptiez volontairement d'affecter une partie de ce bénéfice pour améliorer les conditions de vie de la localité dans laquelle vous vous trouvez. Ça peut être par exemple un programme de vaccination au village, ça peut être le creusement d'un puits pour apporter de l'eau potable au village, et ça se fait indépendamment de la catégorie. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas une loi qui régit la RSE. Maintenant, lorsque vous dégagez un bénéfice, par exemple, de 10% de votre chiffre d'affaires, qu'est-ce qui vous contraint donc à débourser 1% ou 2% au service de la population? Très bien. La réglementation en microfinance en zone CEMAC dit que lorsque vous dégagez un bénéfice et que vous n'avez pas de perte antérieure, vous avez l'obligation d'affecter 20% de ces bénéfices en réserve réglementaire. Maintenant, il reste 80%. Maintenant, l'Assemblée générale est libre d'affecter les 80%, soit aux dividendes, aux actionnaires et aux membres. Mais ce que nous disons ici, c'est que les membres et les actionnaires doivent librement décider de pouvoir affecter sans contrainte un pourcentage de ce bénéfice pour améliorer les conditions de vie des communautés dans lesquelles elles vivent. Ça, c'est libre, ce n'est pas contraignant. Merci bien. Je viens à M. Banouga. Vous qui êtes représentant d'un établissement de microfinance, on se rend quand même compte qu'aujourd'hui, les responsables de ces établissements brassent uniquement de l'argent. Le volet social, le volet économique, le volet environnemental, jusqu'ici, ne les intéresse pas vraiment. C'est peut-être un constat vrai, mais de plus en plus, les mêmes responsables ressentent la nécessité de pratiquer la RSE pour être pérenne. Même dans le cadre de la concurrence qui est réelle dans le secteur, vous allez remarquer que le choix pour un individu d'aller vers un établissement plutôt que vers un autre dépend du comportement des deux établissements qui se trouvent dans la même localité. Dans certaines parties de ce pays, il y a des types d'établissements de microfinance qui sont comme une religion. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, la RSE est inhérente même à la forme juridique de ces établissements et qu'elle est pratiquée de manière effective. Un exemple, Monsieur David Kenyé vous a dit tout à l'heure qu'en cas en fin d'exercice, en cas de surplus ou de bénéfice, 20% sont obligatoirement, au terme de la loi, de la réglementation COBAC, sont obligatoirement affectés aux réserves légales. Mais en ce qui concerne les coopératives, l'acte uniforme OHADA relatif aux sociétés coopératives prescrit en plus que 20% soient prélevés pour des réserves éducation et formation. Et cette éducation et formation ne concerne pas que le personnel. Ça ne concerne pas que les membres, effectivement. Monsieur le coordonnateur, je ne sais pas si vous êtes au courant que l'établissement qui m'emploie, par exemple, organise des formations à travers le village, par exemple, en entrepreneuriat agricole, où on fait appel à des personnes qui ne sont pas membres. Et une fois que nous avons organisé une telle formation dans une localité,
on va plus loin en structurant l'ensemble de ces participants qui généralement forment soit un GIC, soit une coopérative, et naturellement, cette coopérative se dirige vers l'établissement de microfinance qui les a formés pour en devenir membres ou alors clients. Donc, pour me résumer, si auparavant, beaucoup d'établissements regardaient beaucoup plus l'aspect profit, aujourd'hui, de plus en plus de responsables réalisent qu'à long terme, si on n'intègre pas la responsabilité sociétale, on est appelé à disparaître parce qu'il y aura une désaffection des populations. Parce que nous vivons dans un biotope qui est composé des populations et les bénéfices que nous faisons le sont grâce à ces populations. Donc, de plus en plus de responsables d'établissements de microfinance, toutes catégories confondues, comme le disait David Kenyé, prennent conscience de la responsabilité sociétale et la pratique, certes, à des niveaux différents, mais c'est la prise de conscience de la nécessité de la pratiquer qui est le plus important. Ce qui nous permet justement d'aller vers M. Tchana Joseph, qui est le coordonnateur de PME AA. Dites-nous quels sont aujourd'hui, c'est vrai qu'on les a évoqués sommairement, mais quels sont aujourd'hui les enjeux même de la mise en œuvre de la RSE au Cameroun particulièrement? Merci beaucoup, M. Brand Kamga, de me poser cette question qui me permet de rebondir un peu sur ce que l'expert a dit tout à l'heure par rapport au caractère obligatoire ou non de la RSE, au caractère de la loi. Il faut dire que la RSE, pour nous d'abord, et j'en parlerai pour la suite, pour nous d'abord est à la fois une obligation contractuelle et légale. L'obligation est contractuelle parce que notre bailleur de fonds, qui est l'Agence française de développement, en fait une de nos obligations en termes de contrat, c'est-à-dire quoi? Nous devons veiller dans le cadre de l'appui que nous apportons aux entreprises, qu'elles soient de microfinance ou des PME agricoles, agroalimentaires, que celles-ci intègrent la RSE. Maintenant, sur le côté légal, la RSE est une prescription depuis les organisations internationales jusqu'au niveau national. Si je prends que le cas de l'Organisation internationale de la francophonie, dont le sommet des chefs d'État et de gouvernement de 2009 a prescrit tout un programme en vue d'une croissance inclusive, que cela devait passer par la RSE, y compris maintenant les tests nationaux. Je vais vous dire, par exemple, pour ce qui concerne le Cameroun, la loi 4 de 1996 portant protection de l'environnement fait obligation à toutes les entreprises de respecter la protection de l'environnement. Et c'est là où il faut être subtil. Parce que la RSE peut être perçue comme incitation, mais ça peut aussi être perçu comme une épée de Damoclès. Incitation, pourquoi? Parce que lorsque vous l'appliquez, vous pouvez bénéficier de beaucoup de choses. Si je prends par exemple le cas des entreprises qui font dans le social et dans le sport, vous savez très bien que lorsque vous financez ou vous sponsorisez les événements sportifs, vous avez au niveau de notre loi de finances des possibilités de bénéficier d'une bonification d'impôt lorsque vous devez payer votre impôt sur la société. Généralement, c'est même à due concurrence. Juste. Voilà. Donc, ça, c'est le côté incitatif. Mais le côté subtil, obligatoire, c'est que vous avez l'obligation de ne pas polluer. Parce que lorsque vous polluez maintenant, vous tombez sur le coup du principe pollueur-payeur. Ça veut dire quoi? Si l'établissement de microfinance pose des actes qui portent atteinte à la protection de l'environnement, parce que cet établissement ne veut pas respecter la responsabilité sociétale des entreprises, l'entreprise tombe fatalement sous le coup de la loi sur des textes réglementaires sur la pollution et elle est frappée comme cela se doit. Si vous allez au ministère de l'Environnement, il y a des brigades qui font des descentes sur le terrain pour s'assurer que vous ne portez pas atteinte à la protection de l'environnement. Donc, le côté juridique est d'autant plus subtil que
d'un point de vue, peut vous servir comme incitation, mais de l'autre, si vous ne le respectez pas, l'État sort le bâton et va vous frapper dessus parce que vous aurez porté atteinte à la protection de l'environnement. Il en est de même des questions sociales. Vous savez que même si vous licenciez de manière abusive un personnel, d'un coup, vous tombez sous le coup de non-respect de la RSE, mais du coup, vous mettez en mal le code du travail qui peut amener à des condamnations et vous faire perdre de l'argent. C'est pour dire que lorsque notre bailleur de fonds, l'AFD, nous demande de veiller à ce que tous nos bénéficiaires, vous savez, nous avons deux grandes catégories de bénéficiaires. Nous avons les entreprises, d'une part, qui peuvent être les petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires, ainsi que les consultants. D'autre part, nous avons les états de microfinance. Donc, lorsque notre bailleur nous demande de veiller à ce que ces bénéficiaires-là appliquent dans leur politique la RSE, c'est parce qu'elles savent que cela est non seulement conforme aux prescriptions internationales, mais conforme aussi à notre réglementation. Et au niveau du programme d'appui aux petites et moyennes entreprises, nous veillons à ce que tous nos bénéficiaires puissent les appliquer. Aujourd'hui, nous parlons des établissements de microfinance. Demain, on parlera des petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires qui, au quotidien, sont en contact avec l'environnement parce que ce sont les entreprises de transformation. Et lorsqu'on parle de transformation, il y a forcément le rejet dans l'environnement de tout ce qui a été produit. Merci beaucoup. Il faut tout de même rappeler que la responsabilité sociétale des entreprises est encadrée par la norme ISO 26000. Mais il se trouve, d'après une étude menée en 2014 par l'Institut RSE Afrique, que 57% des établissements ne sont même pas du tout au courant de l'existence de la norme ISO 26000. Monsieur Garga, vous qui êtes à la composante 2, chargée justement d'appuyer les établissements de microfinance, au Cameroun aujourd'hui, on a comme l'impression que ce pourcentage de 57% d'ignorance s'applique indirectement au Cameroun. Oui, Monsieur Brandt, merci. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes sur ce plateau à parler de la responsabilité sociale des entreprises appliquée aux EMF. Justement parce que, de manière générale, que ce soit même les entreprises du secteur des biens et services, le problème majeur, c'est que de nos jours, c'est-à-dire, je peux faire un rapprochement entre la RSE et ce que certains penseurs appellent généralement le management de la valeur client. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le management moderne voudrait que l'entreprise, parce que je saisis ce que M. Ken disait tout à l'heure en parlant de pérennité des entreprises, parce que vous ne pouvez pas être pérenne si vous ne ménagez pas la clientèle, vous ne ménagez pas ceux à qui vous vendez. C'est de ça qu'il est question. Donc, globalement, les clients forment un système complexe, de telle sorte que si vous ne ménagez pas, vous croyez que vous financez en ville, parce que vous gagnez plus, vous ne savez pas quelle connexion ces gens de villes ont. Donc, c'est un système complexe, si bien que ce qu'il faut pour les EMF, c'est axer leur management sur la valeur client, c'est-à-dire la satisfaction des besoins du client, tant que le client n'est pas satisfait. Vous voyez, si vous cherchez à tuer les clients, demain, vous n'allez pas vendre, vous n'aurez pas de marché. Donc, c'est pour ça que nous sommes sur ce plateau, pour vulgariser, pour faire entendre les EMF qui nous écoutent, d'aller dans ce sens, parce que c'est la pérennité, c'est de leur pérennité qu'il s'agit. David Kenye, vous mourrez d'envie de prendre la parole. Oui, justement, je voulais juste venir à la suite de M. le coordinateur national pour insister sur la subtilité du caractère volontaire. En fait, c'est une volonté indirectement obligatoire. Pourquoi? Parce que on vous dit, vous êtes libre d'intégrer la RSE dans vos pratiques, dans votre gestion. Mais si vous ne les intégrez pas, vous n'aurez pas accès aux opportunités proposées par les
33 plus gros bailleurs de fonds de la microfinance à travers le monde. Ça veut dire que quoi? Si vous voulez rester tout petit, alors faites comme vous voulez, mais si vous voulez grandir, si vous voulez avoir une reconnaissance internationale, intégrez la RSE. Si vous n'intégrez pas, il a dit, l'Agence française de développement ne pourra pas vous apporter un appui. L'appui, c'est l'appui en formation, l'appui en organisation, l'appui en système d'information, l'appui en financement. Si vous n'intégrez pas la RSE, la Banque mondiale ne pourra pas vous appuyer. Si vous n'intégrez pas la RSE, le FIDA ne pourra pas vous appuyer. Donc vous comprenez que c'est une manière subtile de demander de contraindre volontairement les UME à intégrer, et c'est le résultat des études. Parce que si vous pratiquez la microfinance, comme il a dit, sans mettre le client au centre, vous ne pouvez pas faire long feu. Si vous pratiquez la microfinance sans mettre le personnel au centre, vous ne pouvez pas faire long feu. Et c'est ça la RSE. La RSE, c'est 3 piliers. C'est la recherche du profit, certes, mais en préservant l'environnement et en protégeant le personnel et la famille. C'est les 3 piliers qui font la RSE, et c'est les 3 piliers qui garantissent la pérennité de tout établissement de microfinance qui veut être prospère. Christian Tanguy, monsieur le directeur général adjoint, il y a des détracteurs de la RSE qui estiment que c'est tout simplement un moyen indirect pour les établissements de microfinance de se faire davantage connaître au profit d'eux-mêmes et à la perte de la clientèle. Merci, mais je ne serai pas de leur avis. Je ne serai pas de leur avis parce que dans les études de management, on dit généralement souvent qu'il y a 2 éléments qui n'apparaissent pas dans le bilan d'une entreprise. Le bilan, c'est la photocopie du patrimoine d'une entreprise. Il y a 2 éléments qui n'apparaissent pas, c'est le personnel et l'image. Malheureusement, c'est un bilan porté plus vers les chiffres, donc ces éléments n'y apparaissent pas, mais pourtant c'est les éléments, c'est l'essentiel même aussi d'une entreprise. Parce que la RSE aujourd'hui, et les autres panélistes l'ont dit à suffisance, il faut mettre le client au centre des débats. C'est-à-dire que la centralité, c'est le client, tout part du client. On part des besoins du client, on les identifie et on apporte une réponse précise aux besoins qui ont été identifiés. Et si vous asphyxiez le client, vous n'avez plus raison d'être. Donc, on ne peut pas penser que la RSE n'est qu'un fait de l'esprit, c'est de l'imagerie, c'est pour se faire un peu voir, comme on dirait au quartier. Non. Et aujourd'hui, pour la plupart des établissements de microfinance, qui exercent au Cameroun, il y a de plus en plus une difficulté aujourd'hui à mobiliser des fonds, de l'épargne pour pouvoir financer son activité. Ça veut dire que plusieurs institutions vont devoir se retourner vers des bailleurs de fonds qui apportent un appui financier à ces institutions-là. Donc, il faut vraiment y aller, sans vraiment mettre de cadre, il faut y aller. Et on connaît les conditions de travail pour le personnel, les salariés au sein de ces institutions-là. Donc, c'est un problème très très profond qui doit être pris en cœur par les institutions de microfinance afin d'améliorer leur image, afin de les rendre définitivement pérennes, parce qu'on souffre également de ce problème-là en termes de longévité des institutions de microfinance. Alors, question fermée, est-ce que vous avez au sein de votre entreprise un service de développement durable? On a au sein de notre entreprise un service marketing et développement durable. Marketing et développement durable. Alors, vous êtes un employeur des EMF. Aujourd'hui, il faut dire que l'amélioration ou alors la mise en œuvre effective de la RSE passe également par l'amélioration des conditions de travail de vos employés. Aujourd'hui, dans la majorité des établissements de microfinance, on a des salariés qui touchent pratiquement 30 000, 40 000, 50 000 francs le mois. Avec le coût de vie actuel, vous voyez que là, la RSE n'est qu'une vue de l'esprit. Oui, effectivement, vu sous cet angle, ça devient difficile. Quand on prend en compte les effectifs de microfinance, les institutions de microfinance au Cameroun, mais sans vouloir vanter l'institution à laquelle j'appartiens, on fait partie des rares institutions à avoir adhéré à la convention collective des banques.
des établissements de crédit au Cameroun. Donc notre institution adhère, ça suppose que nous donnons à nos salariés des salaires qui sont identiques à ceux que perçoivent les salariés des banques. C'est essentiellement rare et on fait des efforts énormes en termes d'amélioration des conditions de travail, c'est-à-dire que l'ergonomie, comment les dispositions, c'est pas toujours évident, mais on fait ces efforts-là pour que les salariés se retrouvent au moins dans un... Et M. Kenyé le proposait tout à l'heure, redistribuer peut-être une partie des revenus aux clients à travers soit des formations, on n'y est pas encore, mais pour nos salariés, on le fait déjà. Une partie des revenus est redistribuée aux salariés en chaque fin d'année, en plus de leur prime habituelle sur la performance, mais 5% du résultat net, les actionnaires redistribuent 5% du résultat net aux salariés chaque fin d'année. En plus des primes sur la performance qui sont perçues mensuellement ou trimestriellement, selon les fonctions des uns et des autres, il y a ce quota-là qui est redistribué. Donc, ce n'est pas suffisant, certes. Là, je prends ma casquette aussi de salarié pour revendiquer davantage. Mais dans notre environnement, il faut reconnaître que ce n'est pas négligeable. Alors, un directeur général adjoint d'une structure dont on ne doit pas citer le nom ne doit quand même pas se mettre au même pas que le caissier, par exemple, ou alors l'agent qui sensibilise au quotidien sur le terrain. On vous a compris, on va prendre une légère pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de ce programme. Retour sur ce plateau, vous écoutez ce programme spécial consacré à la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises au sein des établissements de microfinance au Cameroun. Pour cette dernière partie, nous allons parler des défis majeurs à mettre sur pied pour pouvoir véritablement mettre en œuvre la RSE au profit et des employés ainsi que des employeurs, mais aussi de la population tout entière avec le volet environnemental, bien sûr, qu'il faut prendre en compte. Monsieur le coordonnateur national des PME, AA Joseph Tchana, aujourd'hui, en 2017, c'est vrai, l'année s'achève, projetons-nous un peu à 2018. Que faut-il faire pour que la RSE soit véritablement pratique au Cameroun? Merci beaucoup. Je pense que pour ne pas être très long, et en termes de défis, le premier défi à relever, c'est de franchir le cap de la réglementation. C'est ce qui est en perspective dans beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'on vous a expliqué le caractère subtil du volontarisme qui doit accompagner la RSE, mais il faut véritablement qu'à terme, on puisse réglementer cela et le codifier cela pour en faire une obligation à l'attention des entreprises, qu'elles soient des établissements de microfinance ou toute autre entreprise. Moi, je pense véritablement que c'est d'abord là-bas. Après, on verra l'autre défi, c'est la vulgarisation. La vulgarisation, parce que nous avons la chance d'avoir deux partenaires qui sont un brin au-dessus des autres. Vous avez parlé de 400. Je suppose que sur les 400, on a très peu qui ont franchi le cap qui est déjà à ce niveau, même s'il n'est pas suffisant. Donc, il faut vulgariser davantage pour que le maximum puisse déjà adhérer à cette politique. Et c'est l'une des ambitions du programme d'appui aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires. Alors, Pierre Garga, 73% des établissements de microfinance ne disposent pas d'un service de développement durable. Ce sont les chiffres de l'Institut africain de la RSE. Que faut-il faire aujourd'hui pour que ces entreprises se conforment, entre guillemets, à la réglementation? Merci, M. Brandt. Une fois de plus,
Au niveau de la composante du programme PMEA, le défi pour nous, c'est de sensibiliser davantage, mobiliser pendant toute l'année 2018, sensibiliser les dirigeants des EMF à avoir cette possibilité, à saisir cette possibilité de s'engager à mettre en pratique la responsabilité sociétale des entreprises en leur disant, comme je le disais tantôt, que ça va de la vie de l'EMF. Parce que plus l'EMF la pratique, plus l'EMF est pérenne. Alors, Joseph Tchana, David Kenny. David Ouais. Kenny, autant pour moi. David, justement, effectivement, dans le cadre de ce programme et de cette composition dont nous sommes chefs de mission, nous essayons de pouvoir aider les microfinances à mettre en place les 10 principes de la RSE qui ont 4 axes. La protection de l'homme, c'est-à-dire éviter la violation des droits de l'homme, éviter d'être complice de la violation des droits de l'homme. Deuxièmement, le droit des travailleurs. Les EMF doivent instaurer la liberté d'association, la liberté syndicale, éviter d'employer des enfants mineurs, éviter d'être complice de travail forcé. Et troisièmement, le troisième axe porte sur la protection de l'environnement. Il doit protéger l'environnement dans l'ensemble. Et au niveau de l'établissement même, la technologie qu'elle utilise ne doit pas polluer l'environnement. Et en dernier lieu, le dernier axe qui est la lutte contre la corruption. L'EMF ne doit jamais être corrompu. Ces agents ne doivent jamais être corrompus. Et l'EMF ne doit jamais être corrupteur. L'EMF ne doit jamais travailler avec des sous-traitants qui sont corrompus ou corrupteurs. Voilà ce que nous essayons de travailler pour aider les EMF à pouvoir s'arrimer à la RSE. Paul Banouga, vous travaillez dans un établissement de microfinance que vous représentez ici. Alors, comment ne pas utiliser la RSE pour vendre davantage les illusions à la clientèle, à la population, afin de se faire davantage des sous? La RSE, chez nous, n'est pas un vain mot. Elle est pratique. Et si on avait la possibilité d'inviter certains membres de notre réseau ici, je vous enverrai à eux pour vérifier la véracité de ce que je déclare. Maintenant, pour parler des défis, nous avons un défi, parce que je vous ai dit que la RSE chez nous est une réalité, mais notre principal défi, c'est le caractère changeant de l'environnement. Que cet environnement soit réglementaire, qu'il soit physique, qu'il soit social. Nous sommes appelés à évoluer avec cet environnement, et même technologique, j'allais oublier, nous sommes appelés à évoluer avec lui pour toujours être en règle par rapport à la RSE. Et ça, c'est un défi qui n'est pas mineur. Alors, tout à côté, Christian Anguille, aujourd'hui, comment mettre les bouchées doubles pour que la RSE profite à tous? Oui, merci pour cette question. Je pense qu'on a parfaitement compris à travers les prises de parole des uns et des autres que la RSE était un objectif prioritaire, mais qui n'est pas sans exigence, parce que la RSE a une exigence principale, c'est sur la transparence. Il faut que et ça, c'est un gros défi pour les institutions, parce que pour se lancer dans la RSE, il faut être une institution transparente. À côté de ce défi, il y a celui de la bonne gouvernance, parce que pour aller dans la RSE, il faut également une bonne gouvernance, il faut appliquer, il faut avoir des pratiques saines, il faut communiquer, échanger régulièrement ces informations et ces données. Et là, plusieurs institutions sont encore fermées à ces exercices-là, que ce soit au niveau du Cameroun, et pas même seulement dans le secteur de la microfinance. Donc, à mon avis, c'est les deux gros défis que les institutions doivent relever pour être totalement en phase avec les exigences de la RSE. Merci beaucoup. Nous terminons avec M. Tchana, qui est le coordonnateur national du programme d'appui
aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires. Aujourd'hui, la RSE et les établissements de microfinance, on sait qu'aujourd'hui, on a vu des établissements qui brassent de l'argent, ferment les portes du jour au lendemain. Comment mettre fin à cela pour que la RSE soit davantage pérenne? Bon, naturellement, il faut déjà intégrer la plupart des recommandations qui viennent d'être formulées, mais il faut aussi agir. Et côté action, je vous ai dit que le PMA, essentiellement sur le terrain en ce qui concerne ce volet, travaille avec des EMF que nous avons sélectionnés et qui remplissent des critères. Et lorsqu'ils ont rempli donc ces critères, ils deviennent nos partenaires. S'ils ne le remplissent pas, ils ne sont pas partenaires du programme. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Il ne nous reste plus qu'à dire merci à tout le panel. Merci à vous d'être venus pour qu'on puisse ensemble voir ce qui est fait jusqu'ici dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises au sein des établissements de microfinance. Le Cameroun en compte officiellement 412 en date du 30 novembre 2016. Une grosse manne donc pour la RSE. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. Bien le bonjour.